Avant que les mots ne franchissent l'écran, il y avait le silence. Un temps où le cinéma ne parlait pas, où l'image seule racontait. À la fin des années 1920, le cinéma devient parlant. Et une nouvelle question surgit. Comment faire entendre ces voix venues d'ailleurs en France ? Au début du parlant, le doublage est balbutiant, les premiers essais sont hésitants, bricolés. À l'époque, on ne remplace pas encore les voix, on retourne les scènes avec des acteurs français. On parle alors de versions multiples. Le même film tourné 2, 3, parfois 4 fois dans des langues différentes. Ce n'est qu'au début des années 1930 que le doublage tel que nous le connaissons aujourd'hui commence à apparaître. Grâce à des techniques de post-synchronisation rudimentaires, les ingénieurs du son apprennent à effacer une voix pour en enregistrer une autre. À cette époque, les comédiens de doublage sont anonymes. Leur travail est invisible. Mais dans les années 1950, le doublage français prend un tournant décisif. On ne se contente plus de traduire, mais d'adapter. De grands comédiens s'y dévoilent et s'y consacrent à plein temps. Ils deviennent les voix françaises d'icônes mondiales. Et les studios parisiens deviennent les temples discrets de ces performances vocales. Aujourd'hui, le doublage est un art à part entière, qui est encadré, reconnu et apprécié. La France, avec son exigence linguistique et artistique, est devenue l'un des pays les plus réputés pour la qualité de ses doublages. Derrière chaque voix, il y a un acteur, un souffle, une émotion, une passerelle invisible entre les cultures. Ceci est leur histoire. L'histoire de celles et ceux qui prêtent leur voix pour que les films en France soient accessibles à tous. Il n'y a pas que. D'autres personnes de l'ombre travaillent avec ces comédiens pour nous donner le meilleur résultat possible. Le doublage s'est imposé comme un véritable outil du cinéma à travers le monde. Ce métier est actuellement au cœur de l'actualité car il est menacé par la constante évolution de l'IA. Aujourd'hui, on parle de notre métier, le doublage. Moi, je m'appelle donc Damien Boisseau, je suis comédien. Moi, c'est Nicolas Dussault, du coup, je suis comédien. Je m'appelle Claire Guyot, je suis comédienne, je suis directrice artistique. Je suis Constantin Papas, je suis comédien. Je travaille dans plein de secteurs d'activité de mon métier, mais particulièrement dans le doublage. Principalement actif, du coup, dans le doublage. Je fais surtout du doublage. De faire du doublage. Et je dirais que dans les voix connues que j'ai la chance de faire en ce moment, il y a Steve Carell. Donc je suis la voix française de Matt Damon. J'ai fait la voix de Megumi dans Jujutsu Kaisen, Oops dans My Hero Academia. Les comédiennes que je double tout le temps, c'est Winona Ryder, Terry Hatcher, Sarah Michelle Gellar. De Edward Norton. Peter Dinklage, Aaron Eckhart. Sur SAO pour Kirito. De Patrick Dempsey. J'ai doublé La Petite Sirène, Marraine la Bonne Fée, tout ça. De James Marsden. Dans Blue Lock, Sai Itoshi, voilà, j'en ai fait beaucoup. Sam dans les Totally Spies, ça c'est pour la partie comédienne. Bobby Cannavale et John Hamm. Et puis d'autres que j'ai doublés ou que je double de temps en temps. Et sinon, en tant que directrice artistique, j'ai beaucoup travaillé avec, et je travaille encore, avec Disney. Alors, comment je suis arrivé à faire du doublage ? Oh là. Alors donc non, là encore, j'ai un parcours assez particulier. J'ai eu beaucoup de chance, je dois l'admettre. Je suis en fait arrivé complètement par hasard dans le milieu. J'ai d'abord été donc j'ai une formation classique de comédien. J'ai commencé par le café-théâtre, qui a été une sacrée école de formation parce que il y a beaucoup d'improvisation. On est avec le public en permanence, donc faut y aller. Donc il y a beaucoup d'impro, etc. Donc c'est une super école. Comme je suis comédienne à la base et que j'avais déjà pas mal travaillé dans le doublage, je me suis présentée auprès des différentes sociétés de doublage en disant que j'étais intéressée pour diriger des acteurs. J'ai suivi un parcours classique, on va dire. J'ai fait du théâtre pendant 3 ans. Puis après, j'ai rejoint une autre école pour faire une formation face caméra. Donc, je m'adresse généralement à ce qu'on appelle des chargés de production, des chargés de prod. Je me suis adressée à ces personnes-là en donnant mon CV de comédienne au début. Je n'avais rien fait encore, mais en expliquant que je commençais à donner un petit peu des cours de théâtre et que je faisais du théâtre. Donc ça les intéressait que je sois pluridisciplinaire dans cette profession et on m'a donné ma chance un jour. Et finalement, assez vite, je me suis branché sur des études de théâtre. J'ai laissé tomber assez vite ce que je faisais et j'ai commencé des études théâtrales. Et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre plus approfondis. Et là, j'ai refrappé à la porte des studios de doublage
en disant que finalement je voulais être comédien, parce que quand tu es enfant, ce que tu as fait enfant, c'est une chose, mais après adulte, le monde c'est un peu différent. Et on m'a raccueilli à bras ouverts. Alors pour ce qui est de l'organisation et de la façon dont on est contacté, franchement c'est très différent d'un projet à l'autre. La plupart du temps, il faut se dire que quand on arrive sur un plateau de doublage, on ne nous a pas dit ce qu'on venait doubler. Et de moins en moins maintenant, parce qu'avec les problèmes de contrat de confidentialité, quand on t'appelle et on te convoque, on ne peut pas te dire sur quel projet tu es. Quand tu viens, le nom du projet est codé, donc pour telle série, ils ont un autre nom. Tu ne sais pas le personnage que tu vas faire. Sur certains gros films, on peut encore organiser des projections, mais c'est extrêmement rare. Parfois c'est juste donne-moi tes dispos, j'ai un truc pour toi, tu sais pas du tout de quoi ça va parler. Quand c'est des suites, on le sait, parce qu'on nous dit ah voilà, il y a telle série qui revient, donc on sait que c'est notre personnage, etc. Mais on va dire ouais, franchement, la plupart du temps, on sait pas sur quoi on va travailler. Je suis resté là-dedans parce que j'aime cette dynamique, j'aime arriver le matin, ne pas savoir ce que je vais faire, donner tout de suite, parce que tu as une dynamique de travail immédiate, il faut comprendre tout de suite de quoi on parle, de rentrer dans le jeu immédiatement, pas de texte à apprendre, magnifique, quand tu es feignant c'est magnifique, et tu as fini ta journée, tu rentres chez toi, c'est terminé. Et j'adore ça. Mais sur les séries, sur les téléfilms, la plupart du temps, on t'a juste dit si c'était un rôle important ou pas important, de toute façon tu le sais à tes convocations, si tu es convoqué 2 heures, c'est que tu as 3-4 scènes, et si tu es convoqué 2 jours, c'est qu'a priori tu as le gros rôle. Ce qu'on appelle la bande rythmo, en fait, c'est cette petite bande qui passe sous l'écran. Tu as une barre rouge en fait qui est sur la gauche de la bande rythmo et le texte va défiler comme ça, comme un peu un karaoké en gros, ça va défiler. Et on attaque quand ta première syllabe arrive sur la ligne rouge, tu attaques et tu restes en rythme en fonction du passage du texte qui passe. Et plus tu le respectes et plus tu es synchrone. Donc tu as une adaptation qui est faite par un adaptateur et qui va du coup adapter l'anglais ou n'importe quelle langue au français. Et donc ça c'est très important parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit parlé, qu'on garde le sens de ce qu'a dit le comédien. Et une fois que c'est fait, à l'époque on donnait ça à un calligraphe avec sa belle plume qui écrivait ça avec sa belle encre et qui l'écrivait sur la rythmo. Et après tu as tout ce qui est qu'on va appeler les respirations, etc. qui sont aussi notés sur la bande rythmo. Ça aussi c'est un travail de les noter. Cette rythmo après, elle est découpée en boucles, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui font à peu près 1 minute. Et donc on travaillait comme ça, et donc tu avais une belle bande qui passait. Maintenant la bande était à part, elle était montée en dessous de l'image à l'époque parce qu'on avait des rétroprojecteurs. Maintenant c'est numérisé et donc c'est à l'intérieur de l'image même. D'ailleurs souvent les gens disent oui, nous on préfère les sous-titres parce qu'on ne perd pas au moins du truc. Bah si, on perd un petit peu, parce que ce que dit le comédien, je ne sais pas si c'est de l'anglais par exemple, il va te dire beaucoup plus de choses qu'un simple sous-titre qui est un peu... parce que tu ne peux pas faire des sous-titres à rallonge, c'est pas possible, tu n'as pas le temps de tout lire et tout. Le travail de directrice ou directeur artistique consiste à former une équipe d'acteurs déjà, donc la choisir, donc faire un casting. On a évidemment regardé le film ou la série ou les épisodes à doubler. On nous a briefé sur le produit, sur les différents clients, c'est-à-dire par rapport aux politiques des différents clients et des différents diffuseurs, les chaînes. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou faire suivant les diffuseurs. Et ensuite, on se retrouve en studio d'enregistrement. Alors oui, alors directeur artistique, il a beaucoup de d'impact. Donc tu arrives, tu sais pas, tu sais peu de choses. Après, tu as juste le petit pitch. Le directeur artistique t'explique quel est ton personnage, ton rôle, en grosso modo. Si c'est un rôle principal sur lequel tu as eu les essais, bon bah tu en sais un petit peu parce que tu as passé des essais, mais tu sais pas encore complètement de quoi parle la série, donc il te fait un petit pitch. Tu découvres qui est ton comédien, qu'est-ce qu'il joue, comment il joue, tu découvres la scène et tu travailles à partir de là. Encore une fois, la différence avec quand tu interprètes un rôle au cinéma ou au théâtre, c'est que toi tu n'es pas créateur du rôle, tu n'es que... Le rôle, il a été créé par le comédien qui est à l'écran et toi, tu dois comprendre ce qu'il a fait, le ressentir et le faire à ton tour. Et puis après, il dit, bon, bah maintenant, je pense t'avoir un peu expliqué les choses, maintenant c'est mieux que tu regardes ce qui se passe. Donc il te passe, alors ils ont découpé la journée en boucle. Par minute, c'est à peu près 1 minute par boucle, on appelle ça des boucles, et dans cette minute, il y a tel et tel personnage. Donc après, nous, on va faire un plan de travail pour convoquer les acteurs suivant le temps qui nous a été donné par les doubleurs. Et on va diriger les acteurs, c'est-à-dire les amener au rôle, faire en sorte que ça soit le plus proche de la VO.
tout en sachant qu'on fait quand même, on y met notre patte artistique et notre façon de voir la VF, la version française. Comme lui, il a l'entièreté du projet, il peut vraiment te guider, parce que toi, tu vas avoir des trucs peut-être à l'instant T sur ce que fait le comédien à l'image, mais en fait, comme le directeur artistique a un point de vue d'ensemble, il va dire, bah ouais, mais là, en fait, il a un peu cette émotion-là parce qu'en fait, on apprend plus tard qu'il a fait tel ou tel truc, tu vois. Et donc ça, il peut nous aiguiller là-dessus. Comme il a un regard d'ensemble sur l'œuvre et sur le produit, bah son travail est très important pour nous aiguiller et nous amener dans le bon sens. Mais ils veulent pas non plus trop t'influencer parce que tu pourrais partir dans une voie qui a été donnée par le DA alors que tu entends autre chose de la part du comédien original. Donc c'est un peu un travail d'équipe. Tu travailles avec celui qui a fait le rôle, mais tu travailles aussi avec le DA qui lui a vu le film. Et toi tu viens apporter ta pierre à l'édifice. Donc c'est un travail, plus l'ingénieur du son qui va gérer le son. Donc c'est un travail d'équipe. Pour le temps, sur des films 35, c'est-à-dire les films cinéma, on a entre, on va dire, 4 jours vraiment minimum et parfois 15 jours pour faire un film. Et sur une série, sur des épisodes de, en moyenne, 40-45 minutes par épisode, c'est à peu près ça la moyenne, on a 1 jour et demi par épisode. Voilà, et souvent on fait ce qu'on appelle un badge de 3 épisodes ensemble, donc on a 4 jours et demi, 5 jours pour enregistrer. Le doublage, en fait, c'est une chaîne de travail, entre guillemets, où chaque poste est assez important. Donc pour avoir un bon doublage, il faut d'abord avoir un bon auteur, un bon adaptateur. Il y a plein de choses. Déjà, le temps. Parce que plus on a de temps, mieux on peut travailler. Savoir écouter la version originale, comprendre ce que le réalisateur a demandé. Autant pour le DA d'ailleurs, que pour l'acteur qui va doubler. Mais quand le texte est bon, c'est-à-dire que je ne peux pas l'expliquer ça, c'est quand les dialogues sont bien français, parlent bien et sont dans l'image et correspondent au mouvement de lèvres, tous les comédiens jouent bien. Après, pour le comédien, il faut ouvrir son cœur, vraiment, recevoir, s'amuser, garder cet amusement qui est jouer la comédie, c'est quand même ce qu'on fait, hein, c'est notre métier. Donc déjà, ce serait d'avoir les éléments en amont pour le studio de doublage, d'avoir le temps pour le directeur artistique de bien faire son casting. C'est important de caster les bonnes personnes aux bons endroits. Une fois sur le plateau, d'avoir le temps de travailler dans des bonnes conditions. Tout ça mis bout à bout, en général, tu mets un peu tous les trucs pour faire en sorte que le doublage soit le mieux possible. Et ça évite les erreurs. Quand un texte est moyen, il y a beaucoup de gens qui jouent déjà nettement moins bien parce qu'ils sont obligés de tricher pour faire croire que c'est le comédien qui parle. Et dès qu'on triche, on perd de la vérité. Voilà. Être humble, c'est-à-dire savoir que ça a déjà été tourné. Donc, il va falloir rentrer dans les pattes de quelqu'un, dans les chaussons de quelqu'un, et en même temps y ajouter sa personnalité parce qu'on fait une VF et que les gens vont écouter cette VF et vont recevoir aussi une part de nous, une part des acteurs et des actrices que nous sommes. Donc, finalement, avec le temps, on peut faire des super choses. Et malheureusement, on n'a pas tout le temps ce temps-là. Donc, pour des raisons de délai, raisons économiques ou différentes choses. Donc, voilà, principalement ça. Comment je vois l'intelligence artificielle ? Je veux dire que pour le moment, je le vois plutôt comme un danger. Alors, c'est un truc qu'on pourra pas, on peut pas dire non. C'est fini, machin. De toute façon, c'est un peu utopique de dire on va complètement se passer de l'IA. Peut-être un danger si on ne sait pas s'en servir, si on ne le prend que comme outil de remplacement. Je le vois comme un outil intéressant. Puisque leur objectif, ce serait d'appuyer sur un bouton et que ça soit doublé automatiquement dans n'importe quelle langue. Donc bon. Je trouve que l'IA doit suppléer et ne pas remplacer. Je le vois forcément comme un danger puisque ça ferait disparaître totalement le doublage en France et en Europe. Je pense qu'il faut que ça reste un outil. Notamment, il y a des domaines où j'imagine ça doit être très important. Je sais pas, je pense à la médecine notamment. Il est là de manière mondiale. C'est que si ça remplace l'humain au détriment
de ce que l'humain apporte en valeur ajoutée dans ce monde, c'est totalement dommage et dommageable. Pour ce qui est du monde de la création, donc surtout les artistes, les peintres, les graphistes, les musiciens, les comédiens, les mannequins, etc., la création nous appartient. La création, c'est humain. On est un peu dans le vague parce qu'on ne sait pas à quoi ils vont arriver. Je dirais que tant que c'est qu'un support et un outil, pourquoi pas? Tu vois, moi à titre personnel, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. L'IA, c'est de la copie. Et on veut nous faire croire que l'IA, en copiant, fait de la création. C'est faux. Quel va être le niveau à la fin? Qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? C'est compliqué, je peux pas le savoir. J'ai jamais testé ChatGPT, j'ai jamais testé des logiciels d'IA. Déjà au niveau de notre humanité et des humains que nous sommes, au niveau économique, bien évidemment, par rapport au risque de voir arriver des immenses misères, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître à cause de ça. Si on me propose des choses qui sont faites en IA, d'un point de vue moi, consommateur, je les utilise pas ou je les achète pas. Parce que moi, d'un point de vue artistique, je trouve ça complètement ahurissant de confier le doublage à une machine, puisqu'en fait, on est dans un métier artistique. Donc l'application doit être légiférée, doit être contrôlée. Donc c'est qu'une histoire de transmission d'émotions. Donc la machine, je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Elle va faire techniquement, elle va faire les choses très techniques. Ça sous-entendrait que le doublage n'est que technique. Il n'est pas technique, il y a une part de magie, de choses incompréhensibles qui se dégagent, puisqu'il n'y a pas deux comédiens qui vont dégager la même chose sur la même scène et sur le même acteur. J'ai l'impression que les gens, notamment les sociétés qui font de l'IA, etc., ils le font pas pour aider les autres, ils le font pas pas parce que c'est super. Je dirais qu'il y a peut-être une course un peu à l'innovation, etc. Puis il y a surtout une course à la rentabilité. De toute façon, un doublage, c'est une déformation de la version originale. C'est une déformation, c'est comme ça. Donc soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Si on l'accepte pas, il n'y a qu'à pas faire doubler le film et puis c'est tout. Et moi, c'est ça qui me dérange avec l'IA, c'est que si demain tu me dis ok, l'IA, c'est juste, ça va aider dans tel ou tel métier, et ça va pas remplacer les gens. Ok, pourquoi pas? Au moment où on le fait doubler, on accepte que ça soit une œuvre légèrement déformée et autre, qui peut être moins bien, qui peut être mieux, qui peut être plus drôle, moins drôle. J'en sais rien, ça va dépendre des... C'est une nouvelle création en fait. À partir d'une œuvre, on en crée une autre qui lui ressemble, qui est pratiquement la même, mais qui n'est pas tout à fait la même. La réalité de ce qui se passe, c'est que, tu vois, on nous a vendu les caisses automatiques. Je pense que c'est le premier truc qui est arrivé un peu dans notre société moderne. C'est on dire, bah voilà, les métiers pénibles, les caissières, comme ça, elles vont pouvoir se consacrer à autre chose. Et comme ça, on va passer au supermarché aux caisses automatiques. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a moins de caissières. Donc, en fait, ça retirait du travail à des gens. Tout ça pour qu'on passe nous-mêmes nos articles. Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit une avancée énorme, quoi. Si les gens font ces métiers-là, souvent c'est qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut bien, et donc ils font ça pour gagner leur vie. Donc si demain tu dis ils font plus ces métiers-là, c'est des robots qui font tous les métiers comme ça, d'accord, mais ils font quoi ces gens-là? Est-ce qu'on va leur trouver quelque chose à faire? Ou c'est juste, en fait, ils vont juste être au chômage et pas gagner leur vie? Moi, je dis toujours que j'ai beaucoup de chance d'être incarnée aujourd'hui dans cette vie-là, parce qu'il y a vraiment des choses formidables qui se passent et je trouve qu'on est dans un moment de l'humanité tout à fait passionnant. Mais j'ai peur, je vais être honnête, j'ai peur que ça tire encore une fois vers le bas. C'est-à-dire, quand on dit tirer vers le bas, c'est-à-dire que ça n'améliore pas forcément que ça soit un gain de temps, d'efficacité, de pognon. Mais un gain artistique, j'en suis pas sûr. La création, c'est avant tout, l'artistique, c'est avant tout un accident. Et l'IA est incapable d'un accident. Et si on n'arrive pas à faire entendre le fait que si on est remplacé par des IA, d'abord le doublage va être assez catastrophique, ça va mettre énormément de gens au chômage, bon ça c'est une évidence, ce métier va s'arrêter pour nous tous, donc ça va être très triste et très terrible pour beaucoup d'entre nous, mais c'est surtout après que ça va déshumaniser complètement le cinéma. Ça peut être très bien d'un point de vue technique, plein de choses bien, mais ce qu'on entend pour le moment, il manque la vie, il manque une espèce d'étincelle
qui fait que nous sommes vivants et que c'est une machine. Et que même si elle imite plein de choses, on sent qu'il n'y a pas l'étincelle. Et on va se retrouver avec, je pense, des choses écoutables, hein, parce que ça avance très vite et on arrive à des résultats assez bluffants. Mais il n'y aura jamais ces petits défauts de l'humain qui est extraordinaire. C'est que l'humain, il est d'abord un défaut. J'ai fait des sacrifices là-dessus qui font qu'aujourd'hui, je vis bien de mon métier et j'en suis content. Et là, d'un seul coup, on va te dire, en fait, tu vas plus vivre de ton métier et de ta passion, et ça va être une machine qui va le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'IA peut prendre ta voix, ma voix, ton image, n'importe quoi, ce qu'il y a sur les réseaux, voler ton identité et te faire dire tout et n'importe quoi. Là, il y a des vrais dangers par rapport à ça. Et je pense qu'en tout cas, il faut que les gens soient sensibilisés à ça, à ces risques-là aussi, à ces dérives-là, tu vois. Et donc, tant que c'est pas encadré, tout ça, c'est la porte ouverte un peu à tout et n'importe quoi. Je pense que l'humain ne se retrouvera pas à l'intérieur de l'IA, en tout cas sur l'artistique, parce que l'artistique, c'est le cœur et l'âme et le mouvement de l'humanité. Je suis désolé, mais s'ils arrivent à coller l'étincelle, tant mieux, mais pour le moment, elle n'y est pas. Donc voilà ce que je pense de l'IA. Oui, pourquoi pas, ça peut suppléer, mais en aucun cas ça ne doit remplacer, en aucun cas. Le trailer du film de Stallone, oui, avec la voix d'Alain Dorval plagiée, enfin copiée. Échec et mat. Il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation. Ton gamin est blessé. Il lui reste quoi ? 4 heures ? Ce qu'ils ont essayé de faire sur la voix d'Alain Dorval dans le trailer était une catastrophe. C'est une honte. Je trouve que c'est dramatique parce que ça lui rend pas du tout hommage, déjà, premièrement. C'était un immense comédien. Il allait parfaitement bien en plus sur Stallone. Donc, on n'a pas bien compris la finalité de cette histoire parce que le doublage se faisait. Michel Vignier était en train de faire le doublage, donc faisait la voix de Stallone, donc remplaçait Alain Dorval. Enfin, pas remplacer, j'aime pas le mot remplacer, prenait le relais, la suite. Je pense que si Alain était encore là, et pour l'avoir bien connu, il se retournerait vraiment dans sa tombe là. Je pense que c'est vraiment terrible. Est-ce qu'ils avaient pris la voix avec autorisation ? Il paraît que oui. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre. Ils ont voulu faire un buzz. On n'a pas bien compris ce que c'était. En tout cas, c'était une honte. D'un point de vue purement artistique, c'était très mauvais. C'était nul. C'est inécoutable. C'est insulter le travail d'Alain. Déjà, de 1, ça rend pas hommage. Ensuite, c'est nous insulter. Dans notre part artistique de qu'est-ce que c'est que notre métier. Vraiment, je vais être un peu crue et un peu vulgaire, mais c'est du foutage de gueule, vraiment. Mais tant mieux, ça nous sert. Hein. Ça nous sert d'une telle catastrophe. Parce que moi, personnellement, je pense qu'on ne remplacera jamais l'âme humaine par l'intelligence artificielle. Jamais, c'est pas possible. Vivre, hésiter, avoir peur, c'est tellement humain. Et on se sert de ça, nous, quand on joue. Et puis je trouve que... moi, ça m'a tout de suite donné envie d'attaquer, quoi. Je comprends même pas qu'on ose faire des choses pareilles. Donc moi, ça me scandalise énormément, pour toutes ces raisons-là. C'était nul parce que Dorval n'aurait jamais fait ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas la vie, il manque un truc, quoi. C'est très plaqué, il parle toujours de la même vitesse. Il y a quelque chose de même. Hé les gars, venez. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a un truc ça peut être pas mal. Je pense qu'ils vont faire des trucs qui sont pas mal, mais artistiquement, c'est nul. Enfin, ça nous emporte pas. Le spectateur, il veut être touché. Si ça nous touche pas, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Parfois, on a une petite hésitation sur une phrase et d'un seul coup, ça devient magique. Il y a une phrase, je l'ai plus très précisément, de Patrick Poivet qui faisait McCain, Bruce Willis, et il a vu à un moment donné dans le doublage, il était court et il a rajouté salopard. Je sais plus ce qu'il a rajouté. Yippee-ki-yay, pauvre con. Et c'est devenu mythique. Et ça, l'IA ne l'inventera jamais, ça. C'est l'être humain, ça. C'est le truc qui vient tout de suite. C'est ça, la création. C'est très dérangeant, ce qu'ils ont fait. Très, très dérangeant, je trouve. Si je devais me prononcer envers des studios qui décideraient de nous remplacer et d'utiliser l'IA, je leur dirais de venir voir ce qu'on fait, parce que je finis par me demander s'ils ont compris ce que c'était que du doublage. Et vos enfants, vous allez les remplacer par de l'IA, par des robots? C'est ça que vous allez faire? C'est ça que vous allez proposer à vos enfants, des choses qui sont inhumaines? Je trouve que c'est quand même plus agréable de travailler avec des humains que de travailler avec des machines. Est-ce qu'ils font un produit pour monnayer
Parce que c'est ça finalement, c'est qu'une question d'argent. Je pense qu'il faut qu'ils viennent sur les plateaux, et je pense qu'il faut nous redonner du temps, et qu'il faut relaisser les comédiens libres, laisser leur créativité, et ils verront que des films qui sont moyens, on peut les rendre bien, des films qui sont excellents, on peut les laisser excellents, on ne va pas les massacrer. Voilà. Confier le travail aux bonnes personnes si c'est possible. Voilà.